Alors, qui n'a jamais galéré à installer un vieux logiciel? Ça peut vite devenir un cauchemar, on est d'accord. Aujourd'hui, on va décortiquer un cas d'école. Comment faire fonctionner la librairie Pygame sur une configuration bien précise. Python 3.4 en 32 bits. Et on va voir que la solution, elle se cache dans un type de fichier un peu particulier. Allez, on se lance directement dans le vif du sujet. Cette question, elle nous vient d'un développeur, un certain Tim, qui était complètement bloqué sur un projet. Sa config, Python 3.4 en 32 bits. Et son dilemme, c'était ça, Will ou MSI. Ça peut sembler être un détail technique, mais vous allez voir, ça révèle en fait un principe absolument essentiel pour n'importe quel développeur Python. Et ce genre de blocage, ce n'est pas du tout un cas isolé, non. C'est même le quotidien de beaucoup de monde qui fait de la maintenance de projet. Alors, voyons un peu pourquoi cette situation est si fréquente. En fait, ici, tout, absolument tout, est une question de compatibilité. On a deux contraintes qui, elles, ne pardonnent pas. D'un côté, la version de Python, la 3.4, et de l'autre, le système 32 bits. Si l'installateur qu'on choisit n'est pas parfaitement, et je dis bien parfaitement, aligné sur les deux, eh bien c'est simple, c'est l'échec assuré. Il n'y a pas de « presque ». Alors justement, pour faire le bon choix, il faut d'abord bien comprendre nos deux options sur la table. D'un côté, on a ce fameux fichier MSI, et de l'autre, le fichier Will. Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent ici. Le MSI, c'est la simplicité incarnée. Un double-clic et c'est parti. Simple, direct. Le fichier Will, lui, c'est autre chose. Il s'installe via la ligne de commande avec un outil qui s'appelle pip. Ah oui, ça peut sembler un peu plus intimidant au premier abord, mais si c'est l'outil standard des développeurs Python, il y a une excellente raison. Il est beaucoup plus puissant. Et voilà l'avantage décisif du Will, la fameuse gestion des dépendances. Pour faire simple, imaginez que Pygame, pour fonctionner, ait besoin d'une autre petite librairie. Eh bien l'installateur MSI, lui, il n'en saura rien du tout. Alors que Pip, lui, il est malin. Il va voir qu'il manque quelque chose, il va aller le chercher et l'installer automatiquement. Et c'est ça qui fait gagner des heures et des heures de recherche d'erreurs. Ce témoignage, il est juste parfait. J'essaye généralement Pip en premier, je ne sais pas pourquoi, c'est juste ce que je fais. Vous entendez ça? Ce n'est même plus un choix réfléchi, c'est devenu un réflexe de développeur. C'est l'habitude de prendre l'outil qu'on sait être le plus fiable et le plus efficace, c'est-à-dire Pip. Bon, assez théorie comme ça. Maintenant, on passe à la pratique. On met les mains dans le cambouis et on voit ensemble, étape par étape, comment on installe concrètement ce fameux fichier Will. Alors tout va se passer dans l'invite de commande, c'est un processus en 3 temps, très simple. La toute première étape, évidemment, c'est de l'ouvrir. Ok, une fois que c'est ouvert, on se dirige vers le dossier scripts de notre installation Python. C'est là que vit la commande pip. Ah, et point super important, avant de faire quoi que ce soit d'autre, il faut s'assurer d'avoir copié notre fichier .wh directement dans ce dossier. C'est crucial pour que la suite fonctionne. Voilà, une fois qu'on est au bon endroit avec le fichier au bon endroit, on peut lancer la commande magique. Pip install suivi du nom complet de notre fichier. C'est tout. À partir de là, c'est Pip qui prend le relais et qui fait tout le travail. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, l'invite de commande va mouliner un peu, traiter le fichier, et si, et seulement si, tout est compatible, elle va nous afficher le message de la victoire. Successfully installed. Ah, ça c'est le message qu'on espère tous voir à chaque fois. Bon, c'est super, ça a marché. Mais la vraie question c'est, pourquoi est-ce que ce fichier spécifique a fonctionné et pas un autre? Eh bien le secret, comme souvent en informatique, il se cache juste sous nos yeux, dans le nom du fichier. Allez, on va le décortiquer ensemble, ce nom de fichier à rallonge. Parce que non, ce n'est pas du tout une chaîne de caractères aléatoires. C'est bien plus que ça. C'est une véritable carte d'identité pour le paquet. Regardez bien ces deux petites parties dans le nom. Vous voyez, CP34, ça ne veut rien dire d'autre que CPython version 3.4. C'est direct. Et Win32 juste à côté, sans surprise, c'est pour Windows 32 bits. En fait, c'est comme un contrat. Ce fichier s'engage à ne fonctionner que pour cet environnement très précis. Si on avait vu Python 3.9 ou un système 64 bits, il aurait fallu un fichier avec des balises complètement différentes. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est la règle d'or, la chose la plus importante à retenir pour éviter 99% des erreurs d'installation. Tout doit être parfaitement aligné. La version de Pygame, la version de Python, l'architecture du système, c'est non négociable. D'accord, l'installation est réussie, c'est une bonne chose. Mais cette petite victoire technique, en réalité, elle nous apprend quelque chose de bien plus large, de bien plus profond, sur la vie et parfois la mort des projets logiciels. Ce commentaire d'un utilisateur, il est un peu brutal, mais il met le doigt sur une dure réalité du développement. Les logiciels, les bibliothèques comme Pygame, ils mutent et abandonnent continuellement. C'est une super formule. Ça veut dire qu'ils changent, ils évoluent, et si on ne fait rien, l'ancien code, eh bien, il cesse tout simplement de fonctionner.
Et c'est précisément pour ça que maîtriser ces techniques d'installation manuelle, avec des outils comme Pip, c'est une compétence si précieuse. Ce n'est pas juste une astuce technique. En fait, ça redonne aux développeurs le contrôle. Le contrôle sur leur environnement et surtout sur la pérennité de leur propre travail. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Les projets qu'on crée aujourd'hui, avec parfois des dizaines voire des centaines de dépendances, comment peut-on garantir qu'ils resteront fonctionnels dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse, elle se trouve peut-être du côté d'outils comme Docker ou dans une gestion ultra rigoureuse des dépendances. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire.